Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à Goodstock. Être bon, c'est l'état d'esprit de cette conférence. Nous sommes heureux de vous voir participer à notre réunion virtuelle. Des volontaires, des activistes, des décideurs, des éducateurs du monde entier. Nous sommes tous ensemble aujourd'hui pour participer, discuter, échanger nos expériences pour améliorer le bon et augmenter les cercles de la bonté dans le monde. Cette conférence unique fait partie des événements qui marquent cette année des bonnes actions organisées par Ruach Tova, qui fait partie du groupe Harrison. Difficile d'imaginer que ça fait déjà 15 ans que nous avons eu la première journée des bonnes actions, ce qui a commencé par une petite semence qui a commencé et devenu un mouvement mondial impliquant des millions de personnes dans le monde entier. Nous sommes ici avec la personne qui a tout lancé, qui est le moteur derrière cette conférence d'aujourd'hui et le mouvement de la Journée des bonnes actions, la philanthropiste, la philanthrope Sherry Harrison. Bonjour, je suis ravie d'être là. Eh bien, je pense que nous devrions commencer au début. Comment est-ce que cette idée est arrivée? Est-ce que vous avez cru que ça allait croître de manière internationale? Ce qui se passe aujourd'hui est tellement incroyable. Je vois les images, c'est incroyable. 15 ans déjà. Eh bien, je dirais même 16 ans. Il y a 16 ans, j'étais en train de faire ma gymnastique du matin ici dans les dunes à Tel Aviv, en Israël, et je réfléchissais à ce que je pourrais faire pour améliorer le monde. Et j'ai toujours fait cela par l'entreprise, la philanthropie, l'entrepreneuriat et la spiritualité. Je cherchais de nouvelles idées. Et pendant cette gymnastique matinale, ça a été comme tout à coup une illumination. Et je me suis dit, il y a tant de bon, de bien dans le monde, mais tout le monde se concentre constamment sur la négativité, la méchanceté. Les personnes parlent toujours de ce qui est mauvais, méchant et mauvais dans le monde. Et je me suis dit, il y a tellement de bonnes personnes, tellement de bonnes organisations qui font vraiment du bon travail. Eh bien, commençons par éclairer cela et en parler et essayer de nous concentrer là-dessus et créer une journée qui ne parlera que de faire le bien. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis arrivée au bureau. Au bureau, je suis venue pour parler avec Good Spirit, qui est une de nos organisations. Et on a commencé en petit et puis ça a été croissant et embellissant. Et nous voyons des millions de personnes dans 108 pays qui font de bonnes actions. Formidable! Et puis en plus, il faut faire de la gymnastique, évidemment. Écoutez, je dois vous dire que quand je regarde cette conférence qui nous attend, et je suis tellement touchée et émue, nous avons vraiment un groupe incroyable de personnes qui amènent le bien dans le monde, mais en même temps, nous vivons dans un monde très cynique, en particulier ici en Israël. Comment vous vous mesurez à tout cela? Comme je l'ai dit, si nous nous concentrons sur ce qui est bon dans le monde, et il y a beaucoup de bien dans le monde, nous devons simplement le regarder et l'apprécier. C'est ça qui grandira. Là où vous mettez vos intentions et votre volonté, c'est ce qui permettra de croître. Et regardez, ça a commencé en tout petit en Israël. Juste avant le début du coronavirus, nous avions 2 millions de personnes qui signaient pour faire une bonne action, parce que chacun peut le faire selon les désirs de leur cœur. Ça a grandi dans 108 pays. Donc, en fait, c'est très simple. Il suffit de faire attention. Je dois vous poser la question. Après une année comme celle-ci, vous venez d'évoquer le COVID et nous en sommes encore en pandémie. Comment est-ce que vous vous concentrez sur des bonnes choses et malgré tout? Écoutez, c'est pour ça qu'on a cette conférence d'aujourd'hui, parce que beaucoup de gens sont encore en confinement, les gens vivent des moments très durs, mais je pense que cela éclaire énormément et donne beaucoup d'espoir aux personnes pour voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans le monde. Et le faire virtuellement nous permet de toucher beaucoup de personnes, de connecter, d'unir les gens. Et vraiment, cela change ce dont on parle. C'est pourquoi nous parlons de passer de la honte à dire des bonnes choses sur les gens au lieu de leur faire honte. Et donc, ce sont des petites choses, mais c'est simplement être gentil de temps en temps.
Voilà, il faut en parler. Je vais essayer d'en parler aussi à la télévision, je vous promets, pendant les informations, justement, parler des bonnes choses et pas seulement des mauvaises. Alors, comment ça a commencé cette histoire du jour des bonnes actions? Écoutez, il faut nous concentrer sur le bien et sur ce qui est bon et beau. Et en ce faisant, nous faisons le lien entre les personnes. La journée des bonnes actions a traversé le monde, les cultures, les groupes ethniques, les tranches d'âge, enfants, adultes, les jeunes, les vieux. Bref, c'est devenu quelque chose parce que n'importe qui peut faire une bonne action. Pour une personne, ça peut être aller nettoyer une plage. Une autre personne peut s'occuper des personnes âgées ou faire quelque chose pour les enfants ou les personnes handicapées. Bref, n'importe qui peut faire quelque chose selon ce qu'il souhaite. On voit tous ces films vidéo, c'est renversant. Tous ces gens qui font tout cela, et je suis sûre que cela ne se termine pas en un jour. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous avez envie de le refaire. Écoutez, je vois que la majorité des gens qui se connectent à cette journée de bonnes actions, nous avons des volontaires dans le monde entier, une organisation, Good Spirit, qui fait la connexion entre les bénévoles dans les organisations qui ont besoin de bénévoles, et cela continue toute l'année. Et cela ne fait que souligner ce qui se fait toute l'année. Mais est-ce qu'une journée fait vraiment la différence? Mais écoutez, on voit que ça a fait la différence. D'abord, quand vous regardez en arrière, il y a 15 ans, on ne voyait pas des gens parler des bonnes choses, ni dans les médias, ni sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux. On ne voyait rien de tout cela. Aujourd'hui, les cercles de bonnes choses ont augmenté et on voit la différence. Il y a de bonnes nouvelles, il y a de bonnes informations, les gens commencent et lancent des informations autour des bonnes actions, les gens en parlent. Et quand je dis que pensez bien, agissez bien et faites le bien, ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose qu'il faut faire chaque jour pour voir comment nous réfléchissons, pensons, agissons et faisons. Et c'est exactement ça, le mode de vie qui vous rend heureux. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous considérez être des bonnes actions et qu'est-ce que c'est le plus grand succès? Écoutez, je pense que c'est l'unité, le fait que tout le monde se réunit autour de cette idée. Parce que, par exemple, ici en Israël, nous avons toutes les mairies impliquées, des entreprises impliquées, le système éducatif, l'armée. Tout le monde est impliqué dans la journée des bonnes actions. Et peu importe où vous vous trouvez dans le pays ou ce qu'est votre origine, tout le monde est connecté. Et je pense que ça, c'est un excellent résultat qui réunit les personnes autour de l'idée de faire le bien. Je pense qu'à un certain stade, après la COVID, eh bien, les gens dans le monde entier, quand on pourra à nouveau voyager, pour faire aussi des bonnes actions. Eh bien, cette conférence Goodstock réunira des gens du monde entier. Tout le monde y participe. Et donc, nous avons des gens ici du monde entier, des États-Unis, d'Amérique latine, d'Europe, ici en Israël. Vraiment, les gens se réunissent autour de cette idée. Alors, vraiment, c'est le cas. Écoutez, chaque année, vous lancez et vous travaillez avec les bénévoles sur le terrain pour aider les personnes qui ont besoin de bonnes actions. Est-ce que vous voulez partager certaines des choses que vous avez fait au fil des années? Écoutez, il y a tellement de choses. J'aime bien aller voir tout un éventail de projets. Donc, chaque année, j'essaie de suivre des projets en Israël et dans le monde. Cette année, malheureusement, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas sortir pour voir les projets en dehors d'Israël. Mais en Israël, j'ai été dans un quartier une fois à Jérusalem où c'était un quartier très défavorisé et tous les voisins sont sortis avec des bénévoles pour nettoyer le quartier, pour repeindre les bâtiments, pour planter des plantes dans les jardins et ils ont fait une transformation invraisemblable pour tout le quartier et ça a été renversant. Autre chose qui m'a touchée, dans un village arabe où je suis venue et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais participé à de telles actions et qu'ils avaient l'intention de continuer et vraiment ça a quelque chose qui a essaimé dans tous les quartiers arabes et ce qui m'a touchée, je suis allée dans une école dans un de ces villages arabes et ils lisaient un de mes livres, La journée de bonnes actions pour les enfants en arabe et ça pour moi c'était renversant, vraiment c'était très touchant et c'est formidable. Je me souviens d'avoir fait la cueillette d'oranges, oui, effectivement on fait la cueillette des oranges
étrange. Oui, c'est formidable. Et cela donne le sentiment que chaque bonne action, en fait, a une influence beaucoup plus large. C'est ça qui rend les choses particulières. En fait, ça touche la communauté, le quartier, la société. Écoutez, vous savez, quand une organisation se lance dans la journée de bonnes actions et qu'ils vont dans une maison de retraite ou où que ce soit, ou qu'ils se portent volontaires, eh bien, au fil du temps, ils adoptent l'organisation spécifique pour toute l'année et ils continuent après, au fil du temps, à amener des produits, à aider dans divers domaines. Oui, ça a un aspect qui va s'élargissant et s'approfondissant. Les gens font de plus en plus après. C'est formidable. Alors, maintenant, comment est-ce que vous imaginez cette journée des bonnes actions dans une décennie, par exemple? Écoutez, c'est drôle. Je dis toujours à mon groupe Harrison qu'à l'avenir, j'espère qu'on n'aura plus besoin de journées de bonnes actions. Et ça les énerve. Ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, c'est exactement mon espoir que cela deviendra simplement allant de soi, que les gens doivent faire le bien dans une société qui sera bonne et que cela touchera de plus en plus de personnes et qu'on n'aura plus besoin de donner l'exemple avec des journées et ce sera un mode de vie. C'est ça mon espoir le plus cher. Ah oui, en effet. Écoutez, j'adore cette journée, donc il faut lui laisser encore un peu sa chance. Je suis sûre que ça se poursuivra pendant de longues années. Espérons que de plus en plus de personnes seront impliquées, de plus en plus de personnes feront la différence pour que le monde devienne un monde meilleur. Comment allez-vous élargir les cercles du bien dans le monde? Écoutez, nous touchons de plus en plus de pays et dans chaque pays, de plus en plus de personnes. Et donc, nous espérons toucher de plus en plus de personnes avec cette idée et que les gens vont participer, devenir nos partenaires. Nous avons beaucoup de partenaires à travers le monde et nous convions tout un chacun à devenir nos partenaires pour cette journée de bonnes actions. Merci, chérie, d'avoir été si ouverte et avoir partagé vos idées et vos actions avec nous. Avant de conclure, je suis quand même une journaliste et je dois quand même avoir ce scoop. Je veux être la première. Je veux un scoop. Dites-moi, quelle est votre prochaine idée pour faire le bien dans le monde? Écoutez, j'ai écrit 7 livres et je vais juste vous donner en avant-première que j'ai un livre en cours qui va être écrit. Eh bien, voilà une grande nouvelle. J'ai mon scoop. Merci beaucoup, chérie Harrison. Merci de faire de bonnes choses et de nous donner envie de faire de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Ils disent que les grands voyages commencent par un petit pas. Eh bien, ça peut être vrai aussi pour faire le bien. Parfois, un petit acte d'honnêteté, de gentillesse peut inspirer de grandes actions et amener d'autres à faire de bonnes choses. Mais comment créer justement ces cercles? Comment avoir un impact sur le long terme? Pour parler de cela, Orly Wahaba se joint à moi, la fondatrice de Life West, qui éduque les gens de toutes sortes d'origines pour vivre ces bonnes choses. Bonjour. Merci d'être avec nous. De Denver, Colorado, Gary Dixon, président de la Random Acts of Kindness Foundation, une fondation axée sur la conviction que tout le monde peut se rapprocher par la gentillesse et que la gentillesse peut être enseignée. Et de Vancouver au Canada, Jacqueline Way, fondatrice de 356 Give, une organisation caritative dont l'objectif est d'éduquer les enfants et de les inciter à changer le monde. Merci à tous d'être ici. Je dois vous dire, vous êtes vraiment une inspiration pour les personnes. Je suis ravie de pouvoir vous interviewer. Et comme c'est notre premier panel de la conférence, je voudrais commencer avec chacun d'entre vous, parler de vous et votre travail avant de commencer notre conversation. Commencez, Orly. Merci beaucoup. Je viens de Brooklyn, New York, mais je me suis installée... Oui, vous avez l'accent, hein, c'est inévitable de le dire.
je viens de m'installer ici il y a un an. Je suis enseignante. J'étais enseignante en primaire pendant 7 ans magnifiques. Et donc, la compassion, l'empathie, c'était des termes que j'utilisais chaque jour dans ma classe. Il y a 10 ans, mes élèves ont été mon inspiration et m'ont encouragé à faire cela. J'ai quitté l'enseignement pendant un an seulement au départ pour continuer à poursuivre mon rêve de changer le monde. Ce n'est pas un rêve au départ. Et donc, oui, exactement. Depuis que j'avais 4 ans, je voulais changer le monde. Ça a été l'obsession de ma vie. Et je disais toujours, je vais changer. Et je chantais cette chanson de Michael Jackson à ce propos. Et donc, j'ai décidé de quitter mon travail, de lancer une organisation. J'ai commencé par un petit film qui s'appelle Le Boomerang de la bonté. Et puis, ça a continué en passant d'une personne à la suivante. Et on est revenu au départ. Et donc, en faisant des actions simples qui font la différence. Et vraiment, c'est devenu viral. Des millions de personnes l'ont vu dans le monde. Et c'est devenu ce que j'ai appelé la révolution de la bonté. Ça a été un voyage formidable, un itinéraire magnifique pour que les gens reconnaissent qu'en fait, ils ont la force de changer. Et donc, ce gilet de sauvetage de la vie, ils le portent en eux. Et donc, cela a donné la force aux gens. Et nous le faisons par les médias, l'éducation, des programmes de formation et la technologie. Merci beaucoup, Orly. Jacqueline. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. C'est un cadeau pour moi d'être là avec vous pour parler de notre travail. Vous savez, nous faisons notre travail de manière semblable, mais différente. Moi, j'ai été inspirée à lancer mon association par mon petit garçon. J'avais une mission toute simple devenir parent pour devenir plus pleine de compassion et que ces petits êtres humains que sont les enfants nous apprennent la bonté et la compassion. Et donc, avec mon fils, nous avons lancé une petite idée. On voulait faire une chose chaque fois, chaque jour, pendant 365 jours. Oui, apparemment, il y a du bruit dehors. Et donc, ça a été un moment fantastique. Nous avons écrit un blog sur les bonnes actions, 365 jours de dons. Et c'était donc à l'époque qu'on a lancé cela et nous avons réalisé que les choses sont si simples. N'importe qui peut le faire. Qui vous avez là à côté? J'adore les chiens. Vous montrez-le-nous. Non, je suis désolée. Mais non, écoutez, on adore les chiens. Bref, elle me distrait un peu, mais je suis navrée. Donc, on a commencé ce voyage et ça a été extraordinaire. Nous avons appris que donner est si simple. Même un enfant de 3 ans peut le faire. La simple analogie, c'est simplement se brosser les dents qui devient une habitude quotidienne. Eh bien, une fois que vous y êtes habitué, cela devient une seconde nature. Vous savez que ça fait partie de votre routine quotidienne. Vous cherchez des choses à donner et des gens à qui donner et c'est eux qui vous trouvent. Et en fait, quand vous ouvrez les yeux autour de vous, il y a tellement de choses si simples à faire pour donner. Et donc, nous faisons ça pour les enfants, rendre aux personnes, rendre à la planète, aux animaux. Ça n'est pas seulement les personnes, mais c'est la manière dont vous vous connectez au monde autour de vous. Et ça a été tellement merveilleux d'avoir cette aventure et donc, nous sommes devenus un programme éducationnel pour les enseignants et vous pouvez commencer en fait à faire une pratique quotidienne en classe pour donner qui fait partie de votre programme éducatif. Et c'est une merveille pour moi d'avoir pu faire cela, apprendre à être heureux chaque jour par le don, ça changera le monde. Vous savez combien donner vous rend heureux et rend les autres heureux. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus de 5 millions de personnes qui ont été inspirées par notre travail et par notre action. Et donc, c'est formidable de le voir aujourd'hui. Et donc, l'inspiration pour avancer, parce que tout ce travail que nous faisons, nous y attendions pas, mais nous croyons vraiment que chaque petite action peut être une inspiration et crée justement cette croissance. Et vraiment, je suis ravie d'être avec vous deux et ce que vous faites et avec Good Stock.
Woodstock parce que tous ceux qui font tout cela touchent les personnes du monde entier et c'est exactement cet effet reproductif qui permet que nous pouvons bientôt tous nous arrêter parce que les choses continuent à fonctionner sans nous avec le monde qui deviendra meilleur chaque fois. C'est formidable. Gary, bonjour. Oui, bonjour depuis mes montagnes. Bonjour, bon après-midi où que vous vous trouviez. Bonsoir, bonjour, puisque nous sommes dans le monde entier ici présent. Comme l'a dit Jacqueline, c'est un honneur d'être avec Orly et Jacqueline, des gens formidables dans leur domaine. Je suis très heureux d'être là. Mon aventure est un peu différente. Je suis venu du monde de la communication en travaillant dans la publicité, etc. Et ensuite, je suis arrivé à la fondation Acte de bonté, Random Act of Kindness. Et donc, voilà, c'est les choses qui changent le monde. Et en effet, c'est une adresse qu'on a partout dans le monde de gens qui sont bons et font de bonnes choses. On a commencé par les écoles au départ. Est-ce qu'on peut enseigner la bonté? Oui, c'est possible. Il s'est avéré que c'est plus un rappel qu'autre chose. Et donc, nous avons commencé dans les écoles très rapidement. Nous avons eu 500 écoles et puis c'est devenu 1000 et maintenant nous sommes à 3000 de plans de cours dans 70 pays. Tout cela est gratuit et tout a commencé comme ça et c'est quelque chose de formidable. Notre président est libre et ça, c'est extraordinaire. Pardon, c'est aussi gratuit, bien entendu. Notre présence est gratuite et nous pensons que les gens sont évidemment bons au départ. Il faut juste le leur rappeler. Et donc, nous travaillons à travers le monde entier et nous avons des programmes dans les écoles et aujourd'hui dans les foyers, puisqu'aujourd'hui, nous sommes quelque part toujours dans la journée, ou à l'école, ou à la maison, ou au travail. Beaucoup à la maison ces derniers temps. Et donc, nous faisons et nous sommes heureux de participer à Goodstock pour apprendre plus avant. Et j'ai trouvé ça formidable. Et d'apprendre des autres intervenants, de Jacqueline, de Orly et de la liste merveilleuse de participants à cette conférence. Et voilà une vidéo que vous voulez partager avec nous. Eh bien, on va regarder cette vidéo. Nous avons deux fondations. L'une, c'est donc Random Acts of Kindness et l'autre, c'est la Fondation pour une vie meilleure, For Better Life. Et nous avons créé une campagne télévisée autour de la bonté. Nous allons regarder cette vidéo. Don't forget the keys under the mat. When childhood stars shine, always stay humble and kind. Don't expect a free ride from no one. Don't hold a grudge or a chip, and here's why. Bitterness keeps you from flying. Always stay humble and kind. Hold the door, say please, say thank you. Don't steal, don't cheat, don't lie. I know you got mountains to climb, but always stay humble and kind. I love it, Gary. It's really, really j'ai adoré ça, Gary. C'est formidable. Donc, vous avez tous un tout petit objectif. Changer le monde, c'est pas compliqué. Mais en fait, vous l'avez fait. Et je vais vous demander comment est-ce que vous faites que les gens aient envie d'être gentils. Orly, la vérité, c'est que je pense que tout commence avec nous-mêmes.
Pour moi, il s'agit de donner la force aux gens de reconnaître combien ils sont importants, comment ils sont signifiants, que chacun est une partie d'un puzzle avec diverses formes, diverses couleurs, mais nous sommes importants chacun d'entre nous. Et donc, il faut le comprendre que même avec nos erreurs et nos défauts, nous pouvons aider les autres avec ce qu'ils sont, même s'ils sont différents de nous et qu'ils croient à autre chose que nous. Donc, pour arriver à un monde où les gens reconnaissent qu'ils sont formidables, quels qu'ils soient. Voilà, c'est ce qui crée, à mon avis, cet effet reproductictif. Jacqueline, même question. Vous savez, les écoles, l'endroit de vos temps de travail, le jardin d'enfants. Ma fille de 5 ans vous le dira, ça peut être parfois très cruel et pas très agréable. Comment enseigner la bonté? C'est quelque chose que l'on peut enseigner? Absolument. Vous savez, les enfants et les chercheurs nous l'ont montré. On peut faire, et on a fait beaucoup de recherches sur la bonté et le don dans le monde. En fait, nous sommes nés pour donner, pour être gentils, pour être bons. C'est dans notre ADN. Et les neurosciences s'en occupent. Nos cerveaux sont faits pour être bons. En fait, les enfants, si on leur montre le chemin, en fait, cela change quand ils voient les choses dans le monde. Quand ils voient le monde qui n'est pas toujours bon, mais quand on leur enseigne dans les classes, dans les familles, dans les écoles, la bonté, eh bien, ils s'en souviendront après dans le monde et que c'est quelque chose qui est inné dans chacun d'entre nous. En fait, il faut la dose quotidienne de bonheur parce que ça donne la réaction chimique dans le cerveau qui fait que vous vous sentez bien et heureux. Et donc, quand on montre aux enfants que par la bonté, ils rendent les autres heureux, mais qu'ils deviennent aussi eux-mêmes heureux, et cela les encourage toujours davantage à aller vers le don et la bonté dans leur vie, parce que cela les fait se sentir bien, et on le voit avec la COVID et la pandémie qui a créé tant d'anxiété et de stress. Et c'est le rôle des parents aujourd'hui dans les écoles et aider justement à réduire le stress par la bonté chez les enfants et permettre ainsi de les rendre plus heureux. Gary, est-ce que vous voyez aussi comment cela fait que les gens ont envie de le faire et de nous suivre? Écoutez, c'est l'amour qui est le moteur, l'amour que nous avons pour l'humanité. Nous sommes tous ensemble sur le même bateau et c'est ça exactement dont il s'agit. Et nous pouvons féliciter Israël d'ailleurs d'être le leader international de cette idée et c'est exactement l'amour de la famille humaine. Encore une fois, c'est ça le moteur et comme cela a été dit précédemment, les gens sont au départ bons, c'est ce que je crois. Et c'est une leçon du Dalai Lama. Si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez rendre les autres heureux, pratiquez la compassion. C'est toute l'affaire. Cela va de soi. Si vous voulez vous aider, eh bien, aidez quelqu'un d'autre. Et se sentir bien, quand on se sent bien avec ce que l'on fait et qu'on commence à faire le bien, cela s'étend. En même temps, je suis d'accord avec vous, la COVID-19 nous a enseigné comment nous sommes une grande et belle famille. Et en même temps, je pense que nous voyons aussi apparaître le racisme, l'antisémitisme, la haine. Même ici en Israël, je peux vous le dire, beaucoup de discussions sur, par exemple, les anti-vax, pour les vaccins ou contre les vaccins, et qui s'accusent mutuellement d'être mauvais. Comment combattre cela? Grande question, en effet. Je pense que nous sommes dans une époque où on est très divisé. Et pour parler des vaccins, justement, la bonté, eh bien, la bonté est en fait le vaccin contre la division et la dissension. Ça commence par nous-mêmes. Être bon, gentil, tenir la porte à quelqu'un, dire excusez-moi, dire merci. Et cela s'étend plus avant, vous savez, quand vous sortez d'un
d'un théâtre ou d'un concert et que vous n'arrivez pas à sortir du parking et que quelqu'un s'arrête pour vous céder le passage. Et tout à coup, ça fait que vous, tout de suite, vous avez envie de céder le passage aussi. Vous savez, c'est ça qui amplifie. Vous ne savez pas jusqu'où va aller cette imitation de la bonté d'un petit acte au départ. Et ça vient tout à coup de l'inattendu. Vous tenez la porte à quelqu'un qui vous regarde en disant « Waouh, ah ben merci ». Et puis cette personne, tout à coup, va faire quelque chose aussi pour quelqu'un d'autre et puis cela va aller croissant. Et vous ne savez jamais jusqu'où ça va aller. Et je crois que c'est vrai. Le vaccin à la dissension et l'agression, eh bien, c'est la bonté. Et les bonnes actions. Il faut bien que ça commence quelque part. Eh bien, ça commence chez nous, ça commence dans les écoles ou au travail. Vous savez, vous avez mentionné tenir la porte. Eh bien, j'ai réalisé que aujourd'hui, ça ne se fait plus. Personne ne veut plus toucher les poignets, pousse les portes avec le coude. Et donc, comment prendre nos responsabilités pour émettre le bien? Comme je l'ai dit, cela commence par nous-mêmes. Et je pense que cela a à voir aussi avec la capacité de créer un dialogue significatif. C'est ça qui est important, être capable de se parler. Le dialogue, ça veut dire que deux personnes potentiellement ont des vues totalement opposées et au fil des années et au fil de ces dernières années, il y a eu un grand changement. On a tendance à ne plus se connecter aux personnes qui ont d'autres idées ou d'autres idéologies que les nôtres. On clique un bouton et on les enlève de nos réseaux. Aujourd'hui, c'est différent. Il faut faire autre chose. Il faut, chacun dans ce monde est là pour amener quelque chose au monde que personne d'autre ne peut amener. Je peux faire quelque chose dans ma vie, mais je ne pourrai jamais faire ce que peut faire Jacqueline, Gary ou vous. Chacun a un objectif spécifique, mais si nous créons le dialogue, si nous savons nous écouter et accepter que les approches sont différentes du même sujet et que c'est OK, que c'est possible de s'accepter soi-même et de nous aimer pour ce que nous sommes. Encore une fois, je crois que la bonté, c'est un muscle. Vous savez, on fait de l'exercice, on fait de la gym pour se renforcer et on oublie un muscle, le muscle de soi-même qu'il faut renforcer, qu'il faut exercer. Et je ne dis pas qu'il faut jouer l'Autriche et mettre la tête dans le sable en disant qu'il n'y a pas de méchanceté dans le monde, mais il y a aussi tellement de bonté, tellement de gens merveilleux que si on ne fait que regarder la négation et les choses négatives, eh bien, on va se désespérer. Mais si on entraîne nos muscles pour voir la bonté dans le monde, eh bien, ça deviendra... Mais voir le bon dans chacun, écoutez, je suis sûre qu'il y a du bien dans chaque personne. Je peux vous garantir qu'il y a de mauvaises actions, mais je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises personnes. Si vous pouvez essayer de trouver le bien dans chacun, on peut commencer à les aider à voir le bien en eux-mêmes. Et c'est là que le changement se passe. Et je pense que c'est la composante essentielle. Si je voulais commencer cet effet de reproduction d'amour et de bonté, où commencer? Écoutez, il faut commencer par une personne, parce que chaque fois que vous touchez une personne, un jour, eh bien, cela se reproduira. Et nous pouvons tous le faire maintenant. Si nous pensons aux médias sociaux, aux réseaux, comment cela affecte les personnes dans nos propres cercles que nous pouvons toucher, que ce soit 10 personnes que vous influencez sur vos cercles sociaux ou 1 million, à chaque fois, vous partagez le bien, vous souriez. Vous pouvez ouvrir une porte, vous pouvez sourire, vous pouvez dire bonjour. Ce sont des choses simples que l'on peut faire chaque jour. Et pour ceux qui sont totalement confinés, vous pouvez encore acheter un café. Vous ne pouvez pas acheter un café ou toucher une autre personne par une bonne action. Chaque jour, si 7 milliards de personnes sur la planète font une petite chose pour être bon ou gentil dans notre monde chaque jour, eh bien, c'est comme ça que le monde changera. Exactement. C'est un don par jour, un acte de bonté par jour.
jour, et comme ça, cela se reproduit et cela fait écho. Et c'est comme ça que nous avons tous commencé nos aventures, croire qu'on commence avec une personne et que cela grandit. Si je peux le faire avec mon petit garçon, eh bien, ça peut être possible dans le monde. Effectivement, c'est facile avec un enfant de 3 ans, mais je peux vous dire que quand je suis heureuse, je suis très, très gentille. Mais quand je ne suis pas de bonne humeur, eh bien, ça dépend. Gary, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Je me souviens d'une histoire à propos de votre question. La mère Teresa, on lui a posé une question. Avec toute la pauvreté autour de vous, mère Teresa, comment vous pouvez continuer à voir tous ces cas terribles autour de vous? Comment est-ce que vous continuez à avancer? Et qu'est-ce que vous recommanderiez au monde? Et elle a dit, faites les choses qui sont devant vous. Et j'ai jamais oublié cette phrase. Faites les choses qui sont sous vos yeux. Vous n'avez pas besoin de prendre des avions et voyager pour faire le bien. Juste, soyez chez vous, regardez autour de vous, comme l'a dit Jacqueline, et simplement, commencez par une personne et faites ce qui est devant vous, sous vos yeux, et c'est vraiment ça qu'il faut faire. On ne peut pas être assis sur sa chaise simplement pour être bon. Il faut se lever et agir. Et je crois que c'est important. Vous savez, OK, il faut être bon, mais il faut aussi le faire. Il faut le prouver. Et quand vous le faites, de bonnes choses arrivent tout de suite. Orly, question. Comment est-ce que chacun d'entre nous peut renforcer cette chaîne de bonté pour que cela tienne pendant longtemps? Bonne question. Encore une fois, parler de ce qu'ils viennent de dire, commencer par quelque chose de simple. Ce que je dirais, c'est que mon meilleur conseil, il faut tirer les leçons de cette dernière année de la COVID. On était enfermés chez nous, on ne pouvait pas faire les choses dans ce monde d'action qui nous occupait constamment, les voyages, bouger, sortir. On était coincés chez nous pour une raison très importante. Moi, je crois de tout cœur que le changement commence chez nous. Vraiment, chez soi. Ce n'est pas seulement dans le monde de l'action. Je pense que c'est à l'intérieur de soi qu'on vit la bonté. La bonté, ce n'est pas quelque chose qu'on met au programme dans son emploi du temps pour lundi et vendredi de 3 à 4. Ça a raté cette semaine, je le ferai la semaine prochaine. Non, ce n'est pas une question d'agenda. C'est un mode de vie, un mode d'approche du monde, un mode d'approche de vous-même. Et pendant la COVID, où on était chez soi, la meilleure chose que vous pouvez faire avec les personnes près de vous. C'était parfois des choses que les gens ne voyaient pas. OK, je vais aller voir un resto du cœur ou un endroit où on aide les gens. Bon, c'est très bien. Mais aussi faire les choses pour la personne à côté de vous. Se concentrer là-dessus, sur notre foyer, sur nos cercles intimes. Eh bien, après, cela rayonnera dans tous les domaines de notre vie. Une chose à la fois, reconnaître que parfois, vous devez faire une bonne chose et parfois, vous n'allez pas voir tout de suite le retour sur action. Oui, il faut faire les choses, pas seulement pour qu'on les voie, mais encore une fois, on ne voit pas toujours ce boomerang revenir vers vous avec la bonté. Mais quand on pose cette énergie positive dans le monde, cela crée des répercussions extraordinaires. Donc, nous devons reconnaître notre pouvoir, reconnaître que la bonté est un choix. Et c'est un choix que vous faites chaque jour. Un choix de voir les gens ou de détourner le regard. Ce n'est pas une question de naissance. Non, c'est aussi un choix de chaque instant. Un choix que nous faisons. Et les choix que nous faisons ne font pas que dicter notre mode de vie, mais le mode de comportement des personnes qui nous suivront. Dernière question. Aujourd'hui, à tous ceux qui veulent faire le bien dans le monde. Quelques exemples
pour nos participants. Qu'est-ce que vous proposeriez de faire? Jacqueline, écoutez, il y a tellement d'histoires extraordinaires qui sont des points de référence pour nous. Vous savez, comme vous, c'est toujours la beauté que je vois, c'est quand les gens se réunissent dans des grands groupes et à 365, nous avons notre journée annuelle et ce sont ces journées où vous voyez la force de personnes réunies dans les écoles, dans les réseaux sociaux. C'est quand vous commencez à relier les points et c'est exactement ce qui a été dit. Si nous pouvons voir au niveau cosmique de la planète ces points qui se relient dans le bien que nous avons planté dans le monde, c'est magique. Pour moi, voir les journées des bonnes actions, nous avons la semaine de la gentillesse, ces journées de dons dans le monde, et il y en a beaucoup à travers le monde. C'est là que l'on voit la puissance de l'unité des gens, de l'union qui fait la force, parce que nous voulons créer le bien dans le monde. Et ce sont les histoires dont nous parlons, ce changement énergétique. Moi, je le sens dans mon corps, je le sens à travers la planète. C'est cette force de l'union qui fait la force du monde entier. Quels que soient les cercles que vous touchez, dans les diverses organisations, les personnes individuelles, les groupes, tous ces groupes d'Orly, de Gary ou le mien, qui créent cet impact puissant et qui montrent le monde que l'on peut s'unir dans la bonté pour faire la différence dans le monde. C'est ce qui me touche le plus. Et Gary? C'est une inspiration de vous entendre. Je crois que quand on est déterminé à laisser le monde derrière nous un peu meilleur que nous l'avons trouvé, c'est quand même un challenge. Et c'est à cela que je pense. Quand il y a des moments difficiles, je me demande comment est-ce que je peux agir pour laisser les choses en un meilleur état que je les ai trouvées. C'est les choses simples, pas toujours les choses tellement énormes. Simplement écrire un petit mot d'appréciation, de remerciement pour une personne en disant « Oh, merci, tu as fait un bon travail ». Eh bien, vous changez la journée de la personne. Un sourire à quelqu'un. Lady Gaga disait, la gentillesse, c'est très simple. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Eh bien, voilà. Effectivement, c'est important de faire preuve de gentillesse parce que c'est gratuit et ça a des effets bénéfiques sur la santé. Cela réduit les hormones du stress dans nos corps et cela nous fait nous sentir mieux. Et je pense que c'est un conseil que j'ai entendu de quelqu'un. Gary m'a dit tu feras le meilleur et tu changeras les vies des gens et d'ici 5 ans, on verra les résultats. Et ce que vous faites pour les gens aura un effet sur le long terme. Et je crois que c'est vrai. Le changement vient de l'intérieur de chacun d'entre nous. Merci. Orly? Merci. Comme enseignante, et j'aime les enseignants et j'aime mes élèves, et on peut tous agir dans les écoles ou en dehors. Écrivez une lettre à un enseignant qui vous a touché, qui vous a changé la vie. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela leur fera plaisir. Mon bien le plus précieux, ce sont ces 5 livres de lettres que j'ai reçus d'élèves au fil des années. Et ce sont les lettres que je conserve et quand je me remets en question, et c'est le cas de tout le monde, il y a des moments où on a des questions, je regarde ces livres et je regarde ces lettres et c'est extraordinaire. Vous savez, les enseignants aiment les enfants et écrire après à quelqu'un qui vous a enseigné quelque chose pour le remercier, c'est merveilleux. Moi, j'ai 365
lettres de bonnes actions. Eh bien, quand on fait ces choses-là, quand on se réunit avec, par exemple, la danse pour des fêtes de danse de bonté, et j'ai pris 3 actes de gentillesse sur Zoom dans le monde entier. On a donné à chacun 3 minutes de choses simples comme écrire un petit mot de remerciement ou une critique positive. Et on pense toujours que c'est négatif. Non, toujours écrire des bonnes choses. Ça prend moins de 3 minutes. Alors, écrire un petit mot positif, c'est formidable. Si vous pouvez le faire chaque jour, vous ne pouvez même pas imaginer quel effet cela aura. Eh bien, je vais vous envoyer des lettres. Ah, mais voilà! Eh bien, ça, c'est formidable. C'est des choses formidables. Envoyez-moi des mails et pour des choses positives. Écrire une lettre et écrire un cahier de remerciements à une enseignante qui partait à la retraite. Et elle était sur le départ, en fait. Et je me souviens qu'elle a dit que quand elle a reçu ces lettres de remerciement des élèves et des professeurs, elle pleurait en me disant « Mais c'est c'est aberrant. Pourquoi seulement il faudrait l'entendre au moment où on s'en vend ? Je veux que tu me promettes, Orly Matidi, c'est que tu liras ces lettres à mon enterrement. » Moi, j'étais effondrée, évidemment, quand elle m'a dit cela, mais je l'ai fait. J'ai lu cette lettre et les enfants étaient là. Et c'est toi qui lui as donné ce cahier et c'était incroyable. Chaque fois qu'il venait, il disait « Mais regarde ce livre de remerciements. » C'est ça qui nous fait vivre et c'est si simple à faire. Merci beaucoup, Gary, Jacqueline, Orly. Je dois dire que vous êtes les meilleurs, la meilleure publicité pour la gentillesse. Je vois votre passion, votre gentillesse, l'étincelle dans vos yeux et je tiens à vous remercier pour cela. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Lorsque nous cherchons à faire le bien, nous faisons souvent passer les autres en premier. Lorsque nous nous concentrons sur le changement que nous voulons voir dans le monde, nous pouvons négliger nos besoins personnels et notre bien-être. Pour approfondir la discussion sur la façon d'être gentil avec soi-même et d'influencer positivement les autres, j'aimerais me tourner vers le PDG de Ruach Tova, Ido Lotan, qui va discuter avec 2 personnes extraordinaires. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de parler avec 2 personnes extraordinaires. Je suis Ido Lotan, le directeur de Ruach Tova, et je vais essayer de ne pas interrompre. Nous avons ici Ruti Rodner, fondatrice du contenu et du conseil 25 heures par jour, et qui travaille aussi pour la télévision, et Owen Fitzpatrick, psychologue et auteur à succès, qui a travaillé dans plus de 30 pays et qui a été vu dans plus d'1 million de personnes. Dans les 20 prochaines minutes, nous allons essayer d'avoir des idées sur la gestion de notre temps pour être bon avec nous-mêmes et influencer ainsi positivement les autres. Ruti, vous venez de l'industrie des médias. Qu'est-ce qui vous a fait explorer ces possibilités? En fait, ça a été le lien très compliqué entre la maternité, j'ai 3 enfants, et ma carrière en tant que directrice dans l'industrie des médias ici en Israël. J'ai réalisé que j'aimais beaucoup mes 2 fonctions et que je voulais être la meilleure possible, tant en tant que parent qu'en tant que professionnelle du contenu et de créatrice. Et j'ai compris qu'il faudrait que j'ai des méthodes précises pour réussir à mener les choses en parallèle. Donc, j'ai commencé à vivre. Mon aîné a aujourd'hui 19 ans, donc j'ai commencé à vivre autour de ces principes et règles qui m'ont permis de jouer ces fonctions de manière intense. Et j'ai compris que j'avais découvert quelque chose et ça a commencé comme ça. Owen, je vais me lancer à nouveau tout de suite. Comment peut-on changer
le dialogue ou l'état d'esprit intérieur? Eh bien, une des choses qui est importante, qu'il faut d'abord être conscient que vous pouvez. Souvent, on a tendance à dire de vivre dans des histoires dans nos têtes, et Ruti vous le dira. Elle écrit des scénarios formidables. Souvent, les histoires que nous racontons sur l'écran, ce sont des histoires que nous racontons sur nous-mêmes. Beaucoup de gens se sentent victimes, se considèrent victimes et non pas comme ceux qui créent le crime contre leur propre personne. Donc, si vous voulez changer votre façon de vivre, de votre façon d'agir et de penser, c'est d'abord reconnaître que vous êtes le héros de votre propre histoire, que vous ne pouvez pas retourner les choses. Quand Ruti a fait ce changement et qui a aidé tant de personnes avec ses conseils magnifiques, une des choses qu'elle savait à ce moment-là, c'est que malgré la difficulté d'être une mère qui travaille et qui jongle avec tant de choses, elle a compris combien elle pouvait être puissante et forte et pouvoir avoir le contrôle de ses actions. Et je pense que nous devons tous comprendre et réaliser quelle force nous avons pour changer nos destinées. Et pour moi, cela commence par reconnaître que vous êtes le héros de votre propre histoire. C'est vous qui contrôlez la situation. C'est que je me dis chaque jour. Et je me dis que si chaque jour vous vous rappelez cela, c'est un début, c'est le départ de la création du changement sur le long terme. Je rajouterai à ce qu'a dit Owen, quand j'étais une jeune maman, ce livre populaire publié, je ne sais pas comment elle faisait, Harrison Person, qui a vraiment été un succès incroyable. Et puis, on a fait un film avec Sarah Jessica Parker là-dessus. Et je me suis dit, dans cette histoire intérieure de moi-même, vous ne savez pas comment le faire, je vais te montrer. Tu ne sais pas quoi faire, je vais te montrer quoi faire. C'est exactement comme ça que vous écrivez votre propre histoire, votre propre biographie en prenant en considération aussi non seulement vos souhaits et désirs, mais aussi vos besoins et vos obligations face aux autres. Hein? Et c'est possible. Vous pouvez le faire. En fait, Ruti, comment est-ce que les gens peuvent être conscients et bons tout en étant efficaces avec leur temps? Vous savez, je parle toujours non pas de la gestion du temps, parce que pour ça, vous avez un agenda, un bloc-notes et toutes sortes d'applications, mais comment gérer votre vie dans le temps? Quand vous organisez votre armoire, c'est pareil. Quand le jour arrive et vous vous dites « bon, il faut que je vide mon armoire », vous ne faites pas de changement vraiment dans l'armoire, vous changez simplement le contenu de votre armoire. Vous mettez les vêtements d'hiver en haut et parfois vous avez un accès et c'est parfois ce type d'état d'esprit que les gens doivent changer. C'est dans leur vie. Regardez le contenu et essayer de penser à quoi ils ont besoin d'avoir accès maintenant et qu'est-ce qu'ils peuvent laisser de côté pour un certain temps. Par exemple, donc, si vous faites ce type d'organisation de votre contenu existentiel, vous pouvez vivre une vie plus pleine. Et vous savez, je parle des 25 heures. C'est pas qu'elle existe, cette 25e heure, mais je dégage plus de temps en organisant mieux mon contenu de vie. Je voudrais rajouter, j'adore le concept de Ruti, de la gestion de votre vie plutôt que gérer votre temps. Souvent, nous nous concentrons sur le temps, mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas le gérer. Il passera le temps quoi que vous fassiez. Et j'aime la façon dont Ruti décrit la métaphore de l'armoire. En fait, ce que vous pensez comment faire pour être meilleur dans la gestion de notre vie, c'est de reconnaître que tout dépend des décisions que nous prenons et que donc, il faut qu'il y ait la clarté dans notre tête pour ce faire. J'ai fait un programme TV il y a quelques années qui s'appelait « Aucune de ces heures » et j'aidais les gens dans le monde à gérer, à travers le pays, à gérer leur temps. Tout le
monde a le même nombre de temps. Tous les génies, les fondateurs de Tesla ou Einstein, avaient 24 heures par jour. Alors, 24 heures est un chiffre arbitraire, d'ailleurs, qui a été mis en place pour essayer de diviser le jour en périodes de 60 minutes. Et les minutes aussi, c'est arbitraire comme concept que nous avons créé. Alors, tout cela, ce sont des créations humaines. Notre problème, c'est que nous commençons par nous permettre d'être débordés et de ne pas avoir assez de temps. Et ce sentiment d'insuffisance, de ne pas avoir suffisamment de temps, de ne pas avoir suffisamment de bon travail, de n'être pas assez aimé, de ne pas aimer assez, de ne pas être un bon père ou une bonne mère suffisamment, tout ça, c'est un problème. Il faut changer d'état d'esprit autour du temps pour commencer à gérer nos vies, prendre de meilleures décisions. Et c'est ce que je fais. J'aime la réaction ou les réponses de Ruthie quand elle dit « je ne sais pas comment elle fait » ou « comment faire ». En fait, c'est très important comme concept, en particulier pour les parents qui travaillent, qui se battent. Peu importe la difficulté, on peut toujours faire mieux. Pas parfaitement, mais mieux, toujours. Je pense qu'essayer de rendre les choses parfaites est je pense que c'est un point terrible de notre temps. Les gens voient les vies des autres par les réseaux sociaux et tout semble parfait dans ces histoires et ils ne réalisent pas qu'on ne met pas sur les réseaux sociaux les photos et les images de la vraie vie. Et en fait, on ne voit pas la situation réelle de la vie des autres. Et donc, tous les gens essaient de poursuivre la perfection au lieu de comprendre qu'il faut se libérer de cela. On ne peut pas être tout le temps parfait. Et c'est libérateur aussi pour les autres que de reconnaître que la seule perfection n'est pas possible. Ça donne donc la liberté aux autres qu'il ne faut pas être parfait tout le temps. Et mener sa vie dans tant de domaines différents, eh bien, il faut comprendre en partie là où vous pouvez être au mieux de votre forme et où parfois il faut juste faire les choses. C'est bien d'être simplement OK sans plus. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai une phrase que j'aime utiliser, c'est qu'il faut creuser plus profond derrière la photo. Vous regardez Instagram, vous voyez les deux personnes disent « Ah, je t'aime, moi je t'aime encore plus » et ils se prennent en photo et attendez, vous venez de vous engueuler avec votre partenaire et vous êtes enfermé en confinement et vous voyez les photos et tout le monde est heureux, tout le monde est magnifique, tout le monde est amoureux, tout le monde est en vacances. Vous regardez sur Instagram, c'est des photos de tout le monde qui est dans le bonheur. Alors évidemment, pour vous comparer à ça, et vous l'avez dit, Ruthie, on ne peut pas se comparer à cette vie idyllique qui apparaît dans les images et vous vous sentez totalement inadéquate à la vie. C'est très important de creuser derrière les photos et de comprendre que ce couple qui sont « Oh, je t'aime, moi je t'aime », en fait, je suis sûre qu'ils se détestent aussi et qu'ils vont s'engueuler dans 5 minutes. Ah, bref, la vie normale, ça n'est pas ça. C'est les hauts et les bas, la vie moderne, la vraie vie. La vraie vie, c'est les défauts et les problèmes. Alors, il ne faut pas constamment essayer de remplir ces normes de perfection. Il faut accepter que l'on est vulnérable et qu'on n'est pas toujours parfait et qu'on fait les choses OK. Et bon, ça n'a pas été terrible aujourd'hui, et ben on fera mieux demain. Ça, c'est la clé dans la stratégie qu'il faut poursuivre. Il faut constamment se rappeler de ce que pourrait être la perfection, que ce soit une inspiration, mais certainement pas pour nous faire sentir coupables ou pas suffisamment bon. C'est pas possible, ça. Exactement. Moi, j'appelle ça les photos du ne faites pas. Il ne faut pas les télécharger, ces photos. Vous montrez les enfants ravis de leur cadeau d'anniversaire, mais vous ne montrez pas les photos quand ils sont en train de faire un caprice par terre, en train d'hurler parce qu'ils veulent autre chose. Hein? Ça, ce n'est pas une photo que vous mettez. Voilà. Sans mentionner que quand vous faites des photos de vos enfants, ils sourient toujours. Et ça prend souvent 20 photos de trouver la photo où ils sourient et où ils regardent et ils ne sont pas en train de crier, de râler, de pester. Et donc, et c'est la photo que vous mettez sur Instagram, c'est le sourire. Et c'est ce que vous montrez aux autres. Et donc, ça pose un problème. Et donc, la conscience de soi, il faut que les gens comprennent
qu'ils peuvent faire de meilleurs choix de vie s'ils voyaient les photos non sélectionnées aussi à la publication. Les photos, c'est bien sûr la métaphore des choses qu'il faut garder à l'esprit et qui ne nous montrent pas précisément ce qu'est la vie. Question, Owen. Comment est-ce que le changement d'état d'esprit positif est possible? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, quand vous changez d'attitude, votre état émotionnel, vos sentiments, c'est un processus qui s'appelle la contagion émotionnelle, c'est-à-dire que les états d'esprit sont contagieux et quand vous êtes ému, je suis ému. Les meilleurs profs que vous avez eus, ce sont ceux qui adorent leur sujet et qui vous passionnent à leurs propos. Donc, vos sentiments touchent les autres de cette manière. Mais vos sentiments dictent vos pensées et vice-versa, mais influent aussi vos comportements et votre comportement impacte d'autres personnes. Et donc, c'est cette idée que quand vous êtes sûr de quelque chose, quand vous êtes persuadé de quelque chose, cela peut convaincre d'autres personnes aussi. Et c'est en partie par la manière dont vous vous sentez, mais aussi dans la manière dont vous vous sentez fait la manière dont vous vous exprimez. Plus vous pouvez changer votre état d'esprit, plus vous pouvez influencer les autres par vos émotions et par votre manière de communiquer avec eux au quotidien. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont un impact énorme sur beaucoup d'autres personnes. Et une des choses qu'il faut savoir, que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas facile d'être capable de se mesurer aux défis qui vous attendent chaque jour. Et donc, il faut rechercher vos propres ressources et pour que nous puissions survivre et avancer. Et il nous faut par exemple de l'argent dans l'organisation pour avancer. Nous devons avoir aussi les ressources spirituelles, la capacité de construire vos sentiments et pour qu'ils soient créatifs, confiants, déterminés, résistants, heureux, réagir aux difficultés. Il faut avoir toutes les ressources pour surmonter les difficultés et aller vers l'avenir. Donc, une fois que vous vous voyez vous-même comme l'héros de votre propre vie, vous pourrez même vous transformer en un autre personnage. Ruti le sait, c'est le personnage de l'enseignant, du prof, de celui qui est le mentor et qui guide les autres, le guide les autres, qui transforme d'autres personnes en héros eux-mêmes. Parce qu'en faisant du bon travail, ce n'est pas simplement vous et votre vie, c'est la différence positive dans la vie des autres. En les guidant, en les aidant, en les soutenant, en les encourageant, en leur donnant la force d'être leur propre héros. Pour moi, tout a commencé avec vous. Quand vous voulez conduire, vous mettez votre ceinture, vous mettez ensuite, vous dites aux autres de mettre la leur parce que vous influencez tous les autres par votre exemple. Vous ne devez pas être le héros de vous-même seulement, mais le guide pour les autres. Waouh! Être sur un avion, dans un avion et mettre une ceinture en avion, là aussi, waouh! C'est revenir à un monde ancien. Oui, en effet. Je vous écoute et je suis d'accord et je soutiens chaque mot que vous dites. Et je dis toujours aux gens, trouvez où vous êtes le meilleur de vous-même. Pour moi, c'est quand je suis avec mes enfants. Et j'essaie d'encapsuler ce qui, de moi, fait que c'est tellement bien pour moi comme ça. Et j'essaie d'amener ce bon point aux autres domaines où je suis active. En fait, c'est ma propre interprétation de ce que vous venez de dire, Owen, à propos de la découverte de ce noyau de bonté en vous que vous projetez là où vous pouvez, par exemple, être un parent, un ami, un directeur, un collègue, et vous touchez tellement de vies, et les vies de tout cela touchent tellement d'autres vies que je crois de tout cœur en cette responsabilité individuelle
d'être simplement bon avec vous-même, avec les autres, et d'avoir cette étincelle s'étendre d'une personne à l'autre et à de nombreux autres. Dans votre podcast, Ruti, vous discutez la conscience par rapport à la présence. Comment est-ce que mindfulness, la conscience, fonctionne dans le multitasking? Écoutez, ce n'est pas surprenant que mindfulness, qui est une sorte de technique occidentale qui dérive et qui vient de philosophie orientale de méditation et autres et pratiques, et il n'est pas surprenant que cela soit arrivé quand on a été tellement débordé par nos vies numériques, digitales, qui nous permettaient de faire tellement de choses en même temps. Ça n'a jamais été comme ça dans l'humanité, de pouvoir être assise et vous parler alors que je suis en train de terminer mes courses en ligne et envoyer un SMS à mon fils pour qu'il fasse je ne sais quoi. Et tout cela en parallèle, et donc tous ces onglets sur votre écran, c'est la parfaite métaphore de la manière dont notre esprit passe d'une chose à l'autre. Et dans ce monde numérique où maintenant on travaille en plus de la maison et nous ne nous levons plus de nos chaises et pourtant on se déplace d'onglet en onglet de manière terrible et on a perdu d'une certaine manière la concentration nécessaire et nous avons perdu aussi la capacité de faire une chose à la fois correctement. Et en ce sens, mindfulness, je ne suis pas, vous savez, une enseignante certifiée de cela. Je ne fais que suivre cela. Cela me donne en fait la réponse à cette conscience permanente du fait qu'on peut être partout, soi-disant, en même temps, cette ubiquité en fait. Et en même temps, on n'est nulle part. Je voudrais ajouter que je pense que je suis d'accord à 100% avec l'importance que Ruti vient de mentionner de la conscience du quotidien et de prendre une chose à la fois. En psychologie, on dit que le multitasking, ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire. Oui, on peut le faire. Mais comme dit Ruti, nous ne le faisons pas aussi bien que si nous faisions une chose à la fois parce que notre cerveau a besoin de temps pour passer d'un mode à l'autre. Et au départ, je pense que c'est ça, la cognition, c'est ça qui fait fonctionner notre cerveau. Par exemple, si vous repassez en apprenant une langue, OK, vous pouvez le faire parce que repasser, c'est une action pratiquement automatique comme activité. Et apprendre une langue est une activité cognitive où le cerveau a besoin de ressources. Ça, c'est pas mal. Ça vous permet de faire les deux choses en même temps. Mais si vous essayez, comme l'a dit Ruti, de passer d'onglet à un autre, vous devez penser à ça et puis à ça. Ça demande à votre cerveau un peu plus de temps pour passer d'une chose à l'autre et vous ne faites rien de manière totalement concentrée comme ce serait nécessaire. Et donc, si vous pensez même que vous gagnez du temps, en réalité, vous passez plus de temps que nécessaire que ça aurait été le cas en faisant les choses à fond concentré. Et donc, se concentrer sur ce que vous faites, sur cette tâche, la terminer, vous immerger, est bien plus efficace que de passer d'une chose à l'autre en essayant de faire 16 choses en même temps et jongler avec tout en même temps et simultanément. C'est une bonne idée de reconnaître cela. On ne peut pas faire beaucoup de choses en même temps. Ça ne veut pas dire que vous devriez le faire ou que c'est bon pour vous ou bon pour faire ces choses. Et puis, c'est très important aussi pour vos relations. Il y a tellement de gens qui pensent ça au niveau relationnel. Quand vous êtes un parent ou quand vous avez un rendez-vous avec un amoureux ou une amoureuse et que vous avez votre téléphone, bon, c'est intéressant souvent, mais souvent ça nous distrait et nous empêche d'être présents dans nos rencontres avec les autres. Et si vous n'avez pas mon attention au bout de 3 secondes, eh ben, c'est raté. Donc, nous devons revenir à l'importance de la pleine conscience,
mindfulness. Et c'est important parce que nous devons ralentir et reconnaître que quand nous avons nos enfants sont là, nous avons besoin de leur donner 100% de notre attention. Pareil à nos parents, nous devons cultiver la patience, la concentration, qui ne sont plus tellement respectés dans le monde d'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux et les médias. Il faut réapprendre à se concentrer sur ces choses. Petit conseil sur ce point. Je sors avec mes enfants et nous marchons ensemble. Et en marchant, le corps a une activité sportive positive, mais vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone en marchant. Hein? Vous n'arrivez pas à marcher comme ça. Et donc, cela nous amène, si je sors avec eux, on est enfin ensemble, on marche et on parle. Et parmi les plus belles conversations qu'on ait eues, surtout cette dernière année, où sortir était essentiel un petit peu, c'est formidable. C'est exactement le type de choses qui vous permet de faire deux choses ensemble, marcher et parler. Et c'est une manière formidable, très simple, tout le monde peut se le permettre. Simplement, marchez avec quelqu'un que vous aimez, avec qui vous avez besoin de parler. Donc, parler et marcher, marcher et parler. Nous allons devoir conclure, et ça a été très intéressant. Je voudrais simplement demander à Owen et à Ruti ensuite, quels sont les conseils que vous pourriez donner à notre auditoire pour rester motivé au fil du temps? Premièrement, ce n'est pas seulement une question de motivation, mais une question de discipline. La motivation, c'est vouloir le faire. La discipline, c'est réussir à le faire. Et donc, plusieurs choses. Premièrement, réfléchissez à ce qui vous motive. Vous êtes motivé par ce que vous devez gagner ou ce que vous voulez apporter, ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Les gens sont motivés par des choses qu'ils ne veulent pas faire. Si vous dites « je dois faire quelque chose », ça les motive. Il y en a d'autres qui disent « ça me motive de vouloir le faire ». Donc, réfléchissez à la manière dont vous êtes motivé. Tout le monde ne se motive pas pareil. Et la deuxième chose, c'est quelle que soit la tâche où vous vous motivez, faites-le en plusieurs étapes et faites-le en petits morceaux. C'est plus facile. Si moi, je dois écrire un livre de 100 000 mots, c'est énorme. Comment rester motivé? Eh bien, je le détaille en 2000 mots par semaine pour 5 semaines ou bien tant de mots par jour pour 5 jours. Et après, je dis, 400 mots par jour, je peux le faire. Et donc, quand vous détaillez les choses, vous réussissez à mieux vous motiver et à avancer. La troisième chose que je suggère, c'est que vous devez vous récompenser au fil de la journée. Faites des choses qui vous font plaisir. Après, faire des choses, pas forcément manger une glace si vous avez fait du sport, c'est pas une bonne façon mais une glace virtuelle en fait, voilà. Donc, il faut vous récompenser avec des choses que vous aimez faire, votre programme TV préféré, quoi qu'il en soit, des choses qui vous aideront à avancer dans votre motivation. Donc, vous devez aller vers ce que vous voulez ou ne voulez pas, détailler les choses en petits morceaux et comment vous pouvez vous récompenser vous-même et la discipline. Une fois que vous avez pris l'habitude de faire quelque chose, il faut être motivé pour commencer et après mettez-le dans votre emploi du temps. Faites-le comme quelque chose d'automatique, c'est comme ça que ça va marcher. Je vais le faire, je vais marcher tous les jours à 7 heures, c'est comme ça. On ne va plus en discuter ou en parler. Aujourd'hui, j'ai envie, j'ai pas envie. Non. Et voilà. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire mais qui sont bonnes pour nous. Donc, quand on fait des bonnes choses pour les autres, c'est important aussi de faire des bonnes choses pour soi-même, c'est-à-dire faire les choses qui, vous le savez, seront bonnes pour vous.
Très bien. Malheureusement, nous devons conclure et arrêter ici. Ça n'est que le début. Voilà. Maintenant, on a toutes ces pensées à continuer à développer. Mais nous devons conclure cette session. Je tiens à vous remercier infiniment pour cette conversation pleine d'inspiration et j'espère que les autres participeront encore à notre conférence. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci Ruti, Ido et Owen pour cette conversation merveilleuse et perspicace. Une inspiration. C'est la fin de notre première session plénière, mais nous ne faisons que commencer. Nous avons des conversations fascinantes dans nos sessions en petits groupes que vous pourrez découvrir. Alors allez explorer et nous nous retrouverons ici dans environ 30 minutes pour la suite de notre conférence Good Stock.